Il était une fois... Eh ben, les pigeons. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo de Animaux Mode d'emploi. Alors c'est une vidéo un peu particulière parce qu'on va parler de pigeons et je sais que ça ne vend pas du rêve quand on parle de pigeons et pourtant vous allez voir qu'il y a énormément de choses à savoir dessus. C'est des animaux hors catégorie, c'est juste la toute puissance. Il y en a un qui chante juste au-dessus. Alors vas-y avance parce que là on va être cramé. Vas-y avance. C'est Pauline qui tient la caméra, on la remercie énormément parce que ça va être un taf assez compliqué et laborieux, même s'il y a un côté très agréable vu les conditions dans lesquelles on va tourner cette vidéo. C'est pas n'importe quel pigeon dont on va parler aujourd'hui. J'ai deux vidéos sur les pigeons qui sont en process, celle-là et une autre. Aujourd'hui, on va parler de pigeon ramier, qui n'a rien à voir avec le pigeon biset. Pour vous faire la différence entre les deux, le pigeon ramier, c'est l'espèce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est le Columba palembus. Et le pigeon biset, c'est le Columba livia. Le pigeon biset, c'est le pigeon des villes. C'est celui qu'on voit à Paris. Et tout le monde pense que c'est le pigeon le plus connu. Mais ici, en Europe, le plus répandu et le mieux représenté, c'est le pigeon ramier. Et vous allez voir que c'est un animal complètement toute catégorie, un animal qui est surprenant, que vous devez connaître tellement il est urbain, tellement il est commun et surtout en France. Le genre Columba regroupe 35 espèces dont 2 sont éteintes actuellement. Ces espèces se rencontrent sur tous les continents et ont colonisé tout type de milieu. En revanche, il semble absent des zones froides de l'hémisphère nord. Et vous allez voir que son écologie diffère complètement du pigeon biset. Ils vivent pas du tout aux mêmes endroits, ils se reproduisent pas de la même manière, ils ne communiquent pas de la même façon, ils ne nidifient pas aux mêmes endroits, donc ils ont vraiment rien à voir. Et vous allez voir que c'est vraiment époustouflant et je pèse mes mots. Alors ici on est, donc je vous ai dit, on est sur un sentier en Bretagne, mais on aurait pu être en Albanie, on aurait pu être en Angleterre, en Turquie, parce que son aire de répartition, elle est très vaste. Elle est située surtout dans l'hémisphère nord, donc au-dessus de l'équateur. On va en trouver en Afrique du Nord, mais jusqu'en Chine. Il est présent dans 76 pays. C'est énorme. Ok, stop. Moi, c'est Clément. Et avant d'aller plus loin dans la vidéo, il faut que je vous dise quelque chose. Comme vous le savez, AMDE s'est vachement développé ces dernières années. On vous propose du contenu plus riche, plus immersif, plus qualitatif. Mais tout ça, ça a un coût. Pour continuer sur cette lancée, on a besoin de soutien. Et on n'a vraiment pas choisi n'importe qui. Taste of the Wild. Avec Taste of the Wild, chaque repas nourrit cet instinct. De l'alimentation pour chiens et chats, dont la viande est toujours l'ingrédient principal. Aujourd'hui, nos chiens partagent nos vies, nos maisons, nos aventures. Mais leur instinct reste toujours présent. Même les plus petits chiens y redeviennent sauvages. Enfin presque. Taste of the Wild propose plusieurs gammes, comme la gamme originale avec plusieurs formules aux saveurs uniques et authentiques. Ou alors la gamme Prey, pour une approche simplifiée de l'alimentation avec un nombre limité d'ingrédients. Mais aussi la gamme Ancient Grains, une alternative aux gammes sans céréales. Mais qu'est-ce que tu fais ? Ok, pardon, excuse-moi. Ah là là. On en était où déjà ? Taste of the Wild, c'est plus qu'un repas. C'est une nutrition complète qui soutient sa vitalité et son énergie. Oui ma fifi, regardez si c'est pas sauvage ça. Et c'est pas tout, on a une surprise grâce à notre lien en description. Et vous pourrez bénéficier de 15% de remise sur la gamme Taste of the Wild. T'aimes ça, hein ? T'aimes ça mon pipi ? Le goût de la nature, le goût du sauvage. Taste of the Wild. Il nidifie en forêt, première différence avec le pigeon biset. Le pigeon biset, il est rupestre, il est rupicole, c'est-à-dire qu'il affectionne tout particulièrement les milieux qui sont rocheux et surtout le bord des falaises. Mais ça, ce sera dans la vidéo du pigeon biset qui arrive. Pour le moment, on se concentre sur le ramier. Mais c'est pour ça qu'on l'appelle le pigeon des forêts, le pigeon forestier ou le pigeon des bois, le pigeon ramier. En anglais, il s'appelle le wood pigeon. Wood pigeon, yeah. C'est le pigeon des bois, tout simplement. Il est très bien adapté à la vie en extérieur, à la nidification en extérieur, avec les conditions climatiques qui sont rudes. Et ça, peu importe le biotope, à partir du moment où il y a des arbres, de la forêt et suffisamment à manger, ce pigeon-là, on va le trouver partout. Encore une fois, je le répète, c'est plutôt les régions paléarctiques et d'Europe. Le pigeon ramier est caractérisé par une plasticité écologique. C'est-à-dire que si à l'origine c'est un oiseau forestier, sa capacité d'adaptation lui a permis de coloniser tout type de milieux divers.
Au cours de ces derniers siècles, on a pu remarquer une utilisation accrue des milieux agricoles et anthropisés. C'est-à-dire que le pigeon ramier utilise les constructions ou l'impact humain pour survivre. Mais est-ce aussi bon pour sa survie que cela n'y paraît? Mais tu vois, typiquement, les biotopes, il va être complètement fou. Je veux dire, ça peut être de la montagne, ça peut être de la plaine, ça peut être des milieux rocheux, des milieux plutôt secs. Je vous dis, on peut en trouver en Turquie jusqu'au Pakistan, c'est assez dingue. On peut même les trouver dans des plaines, en ville. Ils sont urbains et on va voir pourquoi après. Et dans des milieux champêtres comme ça. Ouais, c'est cool. Alors ça, c'est une tourterelle. Ça. Mais de toute façon, on va aller les observer. Là, on a un sentier, ensuite on traverse la forêt et moi je vais vous amener sur un site de nidification, un site de reproduction surtout, où on va pouvoir aller voir s'accoupler. Ouais, parce que Animaux Mode d'Emploi, c'est du gros voyeurisme. On adore faire ça. Non, c'est très important parce que là on est en fin d'après-midi, le soleil il va commencer petit à petit à se coucher et c'est là que les reproductions vont intervenir. Et c'est là que je veux vous emmener. En plus, c'est un endroit qui est super charmant, c'est un endroit où il y a plein de pins. C'est calme, c'est très très cool. L'endroit dans lequel je veux vous emmener est un endroit que je connais bien. J'y ai déjà passé de nombreuses heures à observer les pigeons ramiers. Et ce que j'aime surtout, c'est qu'à cet endroit-là particulièrement, ils ne sont pas farouches. Et cela, peu importe comment vous êtes habillé. Alors oui, j'aurais pu être habillé avec des couleurs moins voyantes, tu vois, j'ai mis un truc blanc, mais en fait les pigeons ramiers, c'est pas des animaux qui se barrent très très vite, surtout dans les milieux comme ça, ils sont habitués à la présence humaine, surtout dans les lieux dans lesquels on vient les voir, et j'ai pas besoin d'être en tenue de camouflage. Là, typiquement, sincèrement, ils pourraient se poser sur la branche juste là, tu vois. Et en ville, vous pouvez aller dans des endroits où vous vous garez sur un parking. Et d'ailleurs, c'est pour ça que parfois vous avez la malchance de retrouver plein de merde de pigeons sur votre bagnole. C'est parce que vous êtes garé pile poil juste en dessous d'une branche qui est un perchoir sur lequel en fait il y a une espèce de turnover. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pigeon qui vient et qui chie tout d'un coup. Il y a genre 100, 200 pigeons qui vont venir faire un turnover dans la journée sur cette même branche. Et donc ils vont tous se vider d'un coup. Ouais. Et là, c'est la grande question de est-ce que c'est nous qui sommes chez eux ou est-ce que c'est eux qui sommes chez nous? Non, est-ce que c'est eux qui aident chez nous? Non. Oh là. Est-ce que c'est eux qui sont chez nous? Mais la question qui vient après, c'est où chez nous? À partir de quand? À partir de où? Eh ouais. La grande question. Mais peu importe, en tout cas, c'est sympa parce que quand on regarde leur fiente, on peut voir ce qu'ils ont mangé. Bon, allez, nous, on va se mettre en forêt. L'environnement forestier dans lequel nous sommes offre des températures plus fraîches que dans des milieux ouverts. La couverture végétale intense, le brassage du dioxyde de carbone, ainsi que les couloirs aériens offrent des conditions idéales pour le pigeon ramier. Cependant, l'environnement forestier est à double tranchant. La densité végétale offre certes des refuges et des cachettes pour les animaux, mais aussi pour les prédateurs. Les pigeons préfèrent donc venir se nourrir dans les milieux ouverts, plutôt que de prendre le risque d'être surpris par un prédateur caché derrière un arbre dans une forêt. Mais pour atteindre le site de reproduction, il nous faut traverser un champ. Alors la forêt, elle est juste là. Enfin, en théorie, elle est là-bas, tu vois, en direction de mon bras. Mais il y a un sentier qui est par là et ensuite on arrive à la forêt. Et après, il y a le site de nidification. C'est mieux de les observer, si vous voulez les voir, hein, c'est plus facile de les voir en milieu ouvert. Donc typiquement comme celui-là, ça me désole de dire ça dans un champ, mais il se trouve que des plaines à l'état sauvage, à l'état naturel, ça existe encore. C'est rare, mais ça existe. Mais si vous n'avez pas accès à des environnements ouverts naturels, vous pouvez très bien avoir accès à des environnements ouverts non naturels, c'est-à-dire type artificiel. Genre ici, c'est un champ. C'est vrai qu'on dirait pas un champ, mais c'est un champ. Et pourquoi? Eh ben parce que vous pouvez les voir voler. Vous pourrez les voir passer d'une branche à une autre. Vous pourrez les voir en vol. Des pigeons ramiers, il suffit que vous preniez la route pour que vous les voyiez sur les fils de télécommunications, sur les poteaux, même si c'est plus les butéos, les buses, ou de les voir passer en vol. Comme ça, c'est très très fréquent, très commun. Donc moi j'aime bien venir dans les endroits comme ça pour pouvoir faire des images d'eux en plein vol. Mais encore une fois, je vous ai dit, le but, c'est quand même la forêt.
Malheureusement, les zones agricoles et les zones urbaines restent des très bons endroits pour observer le pigeon ramier. À chaque biotope, sa méthode. Si en milieu forestier il est plus agréable et plus sage d'y aller à pied, c'est une toute autre histoire pour les zones anthropiques. Pour ma part, j'ai remarqué que les pigeons ramiers, comme beaucoup d'autres animaux, étaient beaucoup moins farouches envers les véhicules, comme les voitures, que les humains. Je pratiquais donc l'affût, et ce directement depuis ma voiture. Le fait que les véhicules ne soient pas identifiés comme des prédateurs fait que les pigeons ramiers y sont beaucoup moins farouches. Mais ce que je préfère, et comme beaucoup d'autres probablement, c'est la recherche à pied. Voilà la forêt. Il fait déjà tout de suite beaucoup plus frais. On peut observer des températures, des différences de température entre la forêt et le milieu extérieur, là où il n'y a pas d'arbres, pas de plantes, de plus de 10 degrés. Juste là, s'il fait 35 en plein cagnard, ça peut monter jusqu'à 40. Bah là, en forêt, il fait tout de suite beaucoup plus frais. On est à 23, 24 degrés. On est en plein été. Et c'est calme. C'est ici que viennent se réfugier les animaux, les derniers sanctuaires du monde. Ouais. Donc on avance parce que les derniers sanctuaires du monde, ils ont bon dos, mais tu vois, milieu ouvert, ça c'est pas mal. Il y a encore trop de luminosité à mon goût pour vous les montrer, pour les filmer, mais c'est pas mal. De toute façon, on les entend, ils sont dans la zone. En milieu forestier, comme ça, vous aurez beaucoup plus de chances de les observer posés sur leurs branches, sur leur perchoir. T'as mis au point, t'as mis au point. Beaucoup trop vite. Ouais, je sais, j'ai des grandes jambes. Puis là, faut que tu gères ta luminosité là en plus. Ouais. Ah, c'est chiant, hein. Ah, les conditions de tournage, hein. En plus, elle est même pas payée. Tu vois ces petites mûres sauvages là, ces petits fruits. Ça, c'est les choses que peuvent consommer les pigeons ramiers typiquement. Alors par contre, viens, profite, viens parce que là il y a de l'ombre. Tu les vois là? T'es à combien de zoom? 25. Sartec. Je vais pas les manger ceux-ci parce que vous connaissez la règle. Quand vous êtes en forêt et que vous ramassez des fruits qui sont plus bas que votre hanche, faut pas les manger. Ou alors faut bien les rincer parce qu'il y a des renards ou des sangliers ou tout un tas de choses genre les blaireaux qui peuvent pisser dessus ou chier. Et ça va déposer sur ces magnifiques fruits qui me donnent la dalle des magnifiques parasites ou bactéries. Mais ça, par contre, les pigeons, ils peuvent en bouffer. Ils peuvent en bouffer. Ouais, ça me donne faim. Et en plus, tiens, j'en profite. Parfois, vous retrouvez votre voiture, il y a plein de merdes de pigeons dessus, des merdes d'oiseaux, et elles sont violettes. Ben, c'est parce qu'ils mangent des murs. Comme ça. C'est de la logique. Le Columba palumbus est avant tout granivore. Les types de graines dont il va se nourrir sont très variés. Il peut se nourrir de céréales, de baies, de fruits, de racines, mais il va aussi se nourrir de semences fraîchement plantées dans les champs, ce qui va inévitablement causer des dégâts en agriculture. Et leurs cibles favorites sont les cultures de tournesol, de pois et de colza. Ils viennent en deuxième position après le corbeau-freux qui représente 74% des cas d'attaque sur les cultures. Le pigeon représentant à lui seul 42%. C'est là que l'importance des forêts dans un écosystème agricole intervient. Les forêts naturelles et les forêts denses représentent les lieux principaux des nidifications d'autour des palombes et d'éperviers d'Europe. Les principaux prédateurs du pigeon ramier. Préserver l'équilibre de la balance proie-prédateur permettrait aux vivants de se gérer d'une meilleure façon. Et surtout de manière autonome. Cela dit, lorsque le pigeon ramier ne consomme pas des semences agricoles, il va ajouter à sa diète énormément de végétation, comme des jeunes pousses d'herbe, surtout en période estivale, pour pallier à leurs besoins d'eau, et surtout parce que les pousses d'herbe, contrairement aux graines, se digèrent beaucoup plus facilement. Les graines sont riches en glucides et en lipides, mais pauvres en certains acides aminés essentiels, vitamines et minéraux. Les jeunes pousses d'herbe, au contraire, apportent des protéines végétales plus équilibrées, des vitamines comme les vitamines A, C et K, mais aussi des sels minéraux comme le calcium, le magnésium et le potassium. Et ils vont trouver ça vraiment un peu partout. C'est pas les animaux qui vont manquer le plus de nourriture, hein. Ça c'est moi qui vous le dis, mais ça pareil, on va en parler en détail après. Il faut qu'on avance, absolument qu'on avance. Et là ta luminosité elle est complètement cramée. Allons-y. On approche du site de reproduction, mais les pigeons sont déjà tout autour.
et il nous observe. Ouh. La crotte est verte. Ils sont partis vers le nord il y a 2 heures. La crotte est verte, ils sont partis vers le nord il y a 2 heures. Ça te fait rire? Tiens, du caca. Tiens, c'est propre, ça va. C'est juste sorti d'un trou de balle d'un cheval, ça va. Eh, mais c'est 100% matière végétale, ça. Hein. 100% matière végétale. Ouais, ça va pas nous amener des pigeons, ça. Hein. Ça va de moins en moins un niveau mode d'emploi. Hein. Ah, ça, c'est une tourterelle. Ça, c'est une tourterelle. Ça, c'est une tourterelle turque. Un autre animal de la même famille, la famille des colombidés, Streptopelia decaocto. Et le chant est complètement différent, même s'ils se ressemblent, ça veut rien dire, mais leur chant est complètement différent du pigeon ramier. Le pigeon ramier, il va faire... Les rauques, c'est un fumeur, tu vois, c'est un fumeur le matin après 3 paquets. Et alors que la tourterelle turque, il y a 3, donc c'est. Si vous voulez vous amuser à faire ça, vous prenez vos 2 mains. Vous faites ça. Le chant des pigeons est appelé le roucoulement. Ce terme est d'ordinaire utilisé pour parler des roucoulements chez les pigeons de la famille des colombidés. C'est un moyen de communication sophistiqué, à la fois pour défendre un territoire, maintenir les liens sociaux entre les individus, mais aussi pour séduire les femelles. Chez le pigeon ramier, ce son est produit par le syrinx ou la syrinx, un organe vocal situé à la base de la trachée. Le jabot volumineux et un thorax puissant donnent au pigeon ramier un son grave et ample, bien plus profond que celui des pigeons bisets ou des tourterelles. Puis après, vous partez en chanson, genre... C'est parti de mes talents inutiles. C'était mon voisin Totoro. La tourterelle turque, elle va faire 3 coups. 1, 2, 1, 1, 2, 1. Le pigeon ramier, il en fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est ça que vous pouvez, c'est comme ça que vous pouvez les différencier. Les 3 coups de la tourterelle et les 5 du pigeon ramier. Comme ça, vous ne pourrez plus vous tromper. Vous ne pourrez plus vous tromper. Dans la classe des oiseaux, la classe Aves, la communication est essentielle. Et elle peut prendre différentes formes. Visuelle, sonore, comportementale et chimique. Chez le pigeon ramier, elle cumule plusieurs axes. On appelle ça une communication multimodale. Lorsqu'il chante, il roucoule, donc il vocalise, mais il gonfle aussi son cou. Il a donc une communication à la fois sonore et à la fois visuelle. Alors je fais cette vidéo sur les pigeons ramiers parce que c'est un pigeon de l'extrême. On s'en rend pas bien compte comme ça parce que je pense qu'il y a une grosse influence, nous, notre génération qui nous suit, tu sais, avec l'expression espèce de pigeon. Genre t'es vraiment un pigeon, même si c'est une expression que j'adore. Personnellement, je trouve ça génial parce que j'adore les pigeons, c'est pour ça. Mais tu vois, au niveau des cartoons, le pigeon, il est toujours représenté comme un espèce d'animal un peu stupide. Bon, c'est souvent le pigeon biset ou le pigeon voyageur qui est représenté, très peu le pigeon ramier, mais c'est vrai que le pigeon ramier, c'est un pigeon de l'extrême. C'est un pigeon qui est très résistant, un pigeon qui est assez fantastique. Et ce qui est bien, c'est qu'il est facilement identifiable de 1, et surtout, il est bien représenté. On en voit partout. On en voit partout. La palombe. La palombe. Le fait que, tu vois, on l'ait considéré comme un animal qui a mauvaise réputation, notamment, tu vois, les pigeons biset, donc le pigeon des villes, il est quand même considéré comme un rat, tu vois, porteur de maladies, porteur de saloperies, etc. Un nuisible, tu vois. Donc je pense que ça joue énormément, et notamment sur le fait aussi que ce soit un animal qui soit chassé. Le pigeon ramier est un animal qui est chassé. La palombe, la chasse à la palombe, la palombière. Donc ça en fait, si tu veux, inconsciemment, un animal proie, mais qui va être placé sur une liste qui ne devrait pas exister, c'est la liste des animaux dont tout le monde s'en fout. Parce que chassé, donc du gibier, mais aussi parce que trop commun ou parce que trop représenté, pas assez rare, tu vois. Tu sais, on a tendance à aimer les animaux pour ce qu'ils représentent et pas pour ce qu'ils sont. Et c'est à partir du moment où tu as un animal qui est très commun, tu t'y intéresses pas parce que ça fait partie de ton paysage, parce qu'on est toujours attiré par tout ce qui est le plus coloré, le plus puissant, le plus rapide, le plus cher, etc. Et en fait, je trouve que c'est un peu ça, on a tendance à classer les animaux par catégorie, tu vois, sur une espèce de pyramide qu'on s'est soi-même inventé. Et je trouve que ça dénature complètement notre rapport au vivant.
Tu vois, en quoi un panda est plus intéressant qu'un pigeon? Vous avez 3 heures. Vous avez 3 heures. En quoi un panda est plus intéressant qu'un pigeon? C'est vrai ça? Il existe une notion en biologie de la conservation qui s'appelle l'animal charismatique ou espèce charismatique. C'est une espèce pour laquelle l'être humain va ressentir une forte sympathie, une fascination ou des émotions positives au point d'influencer ses comportements comme des dons, une meilleure protection et une attention médiatique toute particulière. Je veux dire, un pigeon, c'est quand même vachement charismatique, un pigeon. Pigeon, ça fait partie de notre quotidien, le pigeon. La naissance des pandas, par exemple, ou les safaris en Afrique pour observer les grands prédateurs, généreront toujours plus d'argent ou plus d'intérêt que d'autres espèces comme des rongeurs, des vers de terre ou encore des insectes. Et malheureusement, les pigeons, surtout les ramiers et les bisets, souffrent encore trop de discrimination ou de manque d'intérêt. Mais moi, je les aime, les pigeons. Je les aime, ils me fascinent, je les trouve extraordinaires. Et je suis pas le seul. Et c'est là que j'interviens. Mon travail à moi, c'est de vous les faire comprendre. Ça veut rien dire encore une fois. Mon travail à moi, c'est de vous faire comprendre comment fonctionnent les pigeons, ce que c'est, pourquoi c'est intéressant, pourquoi ils méritent toute notre attention. Vous allez voir, c'est génial. Déjà, on va commencer par leur nom scientifique. Alors, leur nom scientifique, c'est Columba palombus. Alors, étymologiquement, c'est assez flou. Columba, donc c'est le nom de genre, ça vient de quel lombus. Donc on va décortiquer. Quel, ça a une origine, apparemment, quel, c'est une origine indo-européenne et ça voudrait dire frapper. Parce que le genre Columba, ils sont particulièrement caractéristiques sur un décollage, et le pigeon ramier, c'est le professionnel là-dessus, ils sont professionnels pour frapper leurs ailes. C'est intentionnel ce mouvement, c'est vraiment intentionnel. Ils frappent leurs ailes au décollage, donc ça fait clac, 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 clac. C'est d'ailleurs comme ça qu'on peut les reconnaître, on se dit « Ah, ça c'est un pigeon ramier ça ». Et en fait, c'est une technique de dissuasion anti-prédateur. Ce bruit-là, quand les pigeons ils se retrouvent à plusieurs à décoller en même temps, ils se retrouvent à faire ce son clac, 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 clac. C'est très violent et ça fait peur aux renards, c'est censé faire peur aux rapaces, etc. etc. Donc c'est une méthode de dissuasion. Donc frapper, ça viendrait de là. Et l'imbus ou l'ombus, donc c'est L-U-M-B-U-S, lumbus. Et lumbus, ça fait directement référence aux oiseaux, aux colombes en fait, aux oiseaux de la famille des colombidés. Et palombus, ça veut dire pâle, lumbus, encore on retrouve la même étymologie. Donc c'est un colombiforme qui fait du bruit et qui est pâle. Étymologiquement, columba palombus, c'est ce que ça veut dire. Alors pourquoi pigeon ramier? Et là, on retourne à la maternelle, quand on est tout petit, les ramures. Je vous ai dit que c'était un animal qui était sylvestre, un animal qui vivait dans les bois et qui est très efficace pour marcher sur les petites branches, sur les ramures. Et donc le pigeon ramier, c'est le pigeon des ramures. C'est un pigeon qui marche sur les ramures. Tout simplement. Et c'est Linnaeus, donc l'un des tontons de la phylogénie, donc en gros l'art de classer le vivant, qui l'a décrit scientifiquement, hein, c'est important, pour la première fois dans son fameux book Systema Naturae en 1758. Mais, c'est pas parce qu'il a été décrit scientifiquement en 1758 qu'il n'existait pas avant. Les colombiformes appartiennent au grand groupe des Néoaves. En gros, ce sont les oiseaux modernes qui sont apparus après les dinosaures non-aviens. Les fossiles les plus anciens des colombiformes datent du Paléocène et Éocène, entre 60 et 50 millions d'années avant notre ère. Cependant, la famille des colombidés apparaît plus tardivement, entre 30 et 35 millions d'années en Amérique du Nord, avec le plus vieux fossile décrit à ce jour de l'espèce Colombina pratae. Les colombidés se distinguent par des capacités de vol extraordinaires. Ce sont ces mêmes capacités, probablement, qui ont permis aux colombidés de se répandre rapidement sur tous les continents, y compris sur les îles isolées. De toutes les couleurs, de toutes formes et de tout gabarit, l'un des représentants les plus emblématiques de la famille des colombidés n'est autre que le dodo, Raphus cuculatus. Une espèce aujourd'hui éteinte et qui est le symbole de l'extinction des espèces. Et ouais, le dodo, c'est un pigeon. Alors c'est pas un pigeon, mais c'est un colombidé, qui fait partie de la même famille que les pigeons. C'est juste que c'était un pigeon terrestre, disproportionné, insulaire, donc qui vivait sur une île et qui a disparu
avec l'arrivée des Hollandais sur les mascareignes. Les Hollandais, les rats, les chats, etc. etc. Ouais, hein. Les chats. On le dira jamais assez, mais c'est... Faut se l'avouer, c'est la plus grosse catastrophe écologique de notre génération. Je suis désolé, mais les chats, hein, c'est mignon, c'est sympa, mais ils peuvent vraiment aller... Donc ouais, le dodo, c'est un pigeon. Foiré de chat. Ok, ah, ça, tu vois, ça. Alors, c'est un peu plus petit qu'un dodo, c'est vrai. Mais ça pèse quand même ces bons 600 grammes, hein, entre 450 grammes et 690 grammes, tu vois. Mais encore une fois, on est sur du sauvage. Dire que le pigeon ramier, il peut atteindre les 690 grammes à l'état sauvage. C'est le plus gros, le plus lourd, et il est quand même catégorisé comme étant le plus puissant des pigeons d'Europe. Sauf que ça veut pas dire grand-chose être le plus fort ou le plus puissant des pigeons d'Europe en sciences ou en zoologie, tu vois. À comment tu mesures la force, comment tu mesures la puissance? Est-ce qu'il est plus puissant sur sa musculature, sur sa tonicité, sur sa fitness? Est-ce qu'il est plus puissant sur l'impulsion qu'il va donner dans les premiers battements de son aile? Est-ce qu'il est plus puissant dans sa manière de pousser un arbre? Tu vois, ou sur son endurance. Tu vois, parce que typiquement, tu as des pigeons, bon, ils sont pas d'Europe, mais tu as les pigeons, le goura SPP, donc en gros, tous les pigeons à couronne, qui sont des pigeons terrestres, ils vont peser jusqu'à 2,5 kg. C'est lourd. Tu as les pigeons de Nicobar, il va peser lui aussi 600-700 grammes, et il est réputé quand même extrêmement véloce, extrêmement puissant comme pigeon. Donc ça se nuance. Tu vois, ça se nuance parce que les gouras, donc ceux qui font 2,5 kg, les pigeons couronnes qui sont en Nouvelle-Guinée, bah, eux, ils sont plus puissants. C'est les pigeons qui ont les pattes les plus puissantes. Même s'ils sont terrestres, ils volent pas et donc voilà, ils sont puissants sur leurs membres postérieurs. Les pigeons bisets, le colomba livia, le pigeon des villes, là, lui, il fait des plus longs courriers. Il est plus endurant, il est plus puissant sur sa vitesse, sa vélocité et son endurance. Tu vois, donc ça se mesure. Quand on parle de puissance ou de fortitude, surtout chez les pigeons ramiers, on va vraiment parler d'un animal qui va être robuste et qui va avoir une bonne musculature. Bien répartie, on va dire. Tu vois, n'empêche, c'est quand même tellement plus agréable de venir les observer ici dans la forêt, sur leurs branches, plutôt que de les voir en plein Paris ou sur la route. C'est une bonne question, c'est une vraie question. Pourquoi ils viennent sur la route? Parce que là où tu en vois le plus, c'est sur la route. Et très honnêtement, c'est parce que ça fait un moment que je les étudie maintenant, que je les vois sur la route, j'ai un big smile, un immense sourire. Tu sais, je pense qu'après que vous ayez regardé cette vidéo, ça va vous faire pareil. Vous avez pu regarder les pigeons sur la route de la même manière. En fait, vous allez les retrouver sur la route vraiment en début ou en fin de journée. Attention, il y a toujours des exceptions, mais vous pourrez venir surtout les voir sur la route en fin de journée. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a moins de passages de voitures. Et toute la journée, il y a des êtres humains qui ont fait tomber de la nourriture, mais de la nourriture diverse. Ça peut être des graines, ça peut être des miettes de pain pour les pigeons qui vont être opportunistes. Ça peut être plein de choses, des choses que eux vont venir manger et récolter. Et donc tu peux les voir comme ça venir bouffer ce qui reste. C'est pour ça qu'ils viennent sur la route. Hein. Ils viennent manger tout ce qui a été lâché par les humains, jeté par la fenêtre, etc. etc. Et alors pourquoi ils se décalent jamais? Et bien ça, c'est uniquement chez les pigeons que vous allez trouver en milieu urbain. Les pigeons ramiers que vous allez trouver proches des villes. Parce qu'il ne faut pas croire, hein. Eux, tu leur donnes un arbre, en pleine ville, ils sont contents. Mais c'est un peu plus compliqué que ça et vous allez voir après. Mais en gros, ils sont habitués à venir sur la route, donc ils connaissent très bien, ils ont bien retenu les passages de bagnole, l'itinéraire et la vitesse que prennent les voitures. C'est pour ça que vous en verrez toujours beaucoup plus à l'approche des ronds-points, parce que c'est là où les gens ralentissent, c'est là où les gens prennent plus leur temps. Et donc, en fait, ils ont retenu la vitesse moyenne des bagnoles et la place de chaque voiture sur la route. Et comme ils marchent assez rapidement sur leurs petites pattes anisodactyles, là, en hochant la tête, contrairement à des pies ou des corbeaux, qui eux vont être beaucoup plus méfiants, eux, les pigeons, ils vont rester. Donc les corvidés vont toujours se barrer plutôt que les pigeons, et les pigeons, ils vont être là, quoi. Donc si vous vous arrêtez et vous tendez la tête, il sera sur le trottoir, sur le bas-côté. Ils s'en foutent. Ils sont bien, ils sont calmes. La méthode de locomotion terrestre des colombiformes est un processus complexe. Ils sont anisodactyles, c'est-à-dire qu'ils ont 3 doigts antérieurs orientés vers l'avant et un 4e doigt orienté vers l'arrière, appelé le pouce ou le hallux. Cela leur permet une meilleure préhension des branches en milieu arboricole,
mais aussi et bien évidemment de pouvoir se déplacer plus aisément sur la terre ferme. Cependant, ils font un mouvement un peu particulier. Un mouvement de balancier. Ils balancent la tête d'avant en arrière en même temps qu'ils avancent. Ce processus fascinant de biophysiomécanique permet au pigeon de stabiliser sa vision. Les yeux des oiseaux, et notamment des pigeons, ne bougent pas autant dans leurs orbites que chez les mammifères. De plus, leur vision binoculaire est limitée. Pour stabiliser leur image rétinienne lorsqu'ils avancent, ils utilisent donc les mouvements de la tête, en deux phases bien distinctes, la phase de maintien et la phase d'avancée. C'est la phase de maintien qui permet une meilleure évaluation des distances avec un objet. Et lors de la phase d'avancée, la tête avance brusquement pour attraper le corps. Les oiseaux chasseurs terrestres de la famille des ardéidés illustrent parfaitement ce mécanisme. Chez le Tigrisoma mexicanum, par exemple, ces mouvements sont encore plus lents et bien distincts. Tu vois, ces arbres-là, ils ont l'air vieux, mais en fait, ils ont en moyenne pour la plupart 30-40 ans. C'est pas énorme. C'est pas énorme. On n'est pas sur une forêt primaire, tu vois. Donc, mais c'est vrai que des hêtres, du tilleul, du chêne, tu leur donnes 30-40 ans, ça donne des mastodontes comme ça, là. Hein. Là, il y a du frêne, là, il y a du noisetier, ça c'est un noisetier. Il y a tout un tas de choses. Et malgré tout, tu vois qu'il y en a qui montent jusqu'à 30-40 mètres de haut, quoi. Et c'est dans la cime de ces arbres-là que le pigeon va nidifier. Ah ouais. Et à la cime de ces arbres-là, le pigeon ramier, il se prend tout dans la tronche. Le vent, l'orage, la pluie, le froid. Et c'est en ça qu'il est aussi un champion de toute catégorie. C'est-à-dire que lui, le pigeon ramier, contrairement à son cousin le pigeon biset, eh ben, il résiste à tout. Il résiste super bien. Le pigeon biset, lui, il vit dans les falaises, il vit dans les creux de la roche. C'est pour ça qu'il y en a plein à Paris. C'est parce que lui, s'il n'y a pas un balcon ou un dessous de pont, le pigeon biset, il ne survit pas, il n'arrive pas à nidifier. Non, lui, le pigeon ramier, c'est vraiment un animal qui est fait pour résister aux intempéries, aux conditions météorologiques très difficiles, au froid. Il va nidifier, couver ses petits, couver ses œufs sous la pluie. Ça, c'est balèze. C'est pas tous les pigeons qui sont capables de faire ça. La période estivale est une saison merveilleuse pour étudier les pigeons ramiers. Gaffe à ça, gaffe aux ronces. Malgré tout, nous approchons de notre objectif. Waouh. J'adore passer par ici à chaque fois parce que, je veux dire, regarde la forêt, quoi. Avec un peu d'imagination, t'es en Amérique centrale, hein. Ouais. Avec un peu d'imagination, certes. Il est vrai qu'il m'est arrivé de croiser dans des pays complètement surprenants des ambiances similaires à celle-ci. Des ambiances qui m'ont toujours fait me sentir un peu comme à la maison. Vous pensez que j'allais chercher les pigeons? Non, je vais juste faire caca. Tiens d'ailleurs, rapidos, je pousse une petite gueulante. Quand vous êtes un touriste ou une touriste et que vous allez visiter des endroits, vous allez faire de la rando, en fait il y a un art, il y a une façon de chier dans les bois, il y a une façon de chier dehors. Donc c'est bien, tu fais ton caca à l'extérieur, mais tu vois, je suis allé chercher les vipères l'autre jour là. Donc je suis sur un terrain familial quand même, tu vois, je veux dire, c'est la famille, terrain privé. Et j'ai vu dessus, mais une vingtaine de tas de crottes, une vingtaine de tas de merde, vraiment, partout. Mais c'est pas tant la crotte humaine qui est dérangeante, c'est tous les PQ et les bouts de tissu qu'il y a autour et les emballages plastiques des mouchoirs. En fait, c'est juste ça. Quand vous faites caca dans la nature, moi, je suis le premier à chier dehors, j'adore ça. Tu vois, mais quand vous chiez dehors, vous prenez vos PQ plein de crottes et vous les mettez dans un petit sac plastique et vous les emportez avec vous. Vous les laissez pas sur le terrain. Non, vous les embarquez, vous laissez pas ça dans des endroits naturels comme ça, sur des terrains privés et des endroits où il y a des animaux qu'on étudie en fait. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Là, tu vois, je vais poser ma pêche, je vais creuser un trou et je vais pas utiliser de papier parce que je vais faire un perfect. Bon allez, tourne la caméra.
Et oui, il en va de notre responsabilité de faire attention à ce qu'on laisse traîner lorsqu'on va dans des endroits naturels. Si vous ne pouvez pas vous retenir, prenez au moins la peine de creuser un trou. Et surtout, évitez de laisser des emballages plastiques. Maintenant, revenons à nos pigeons. Ah, ça, alors viens. T'as vu, en temps normal, dans d'autres reportages, je te dis viens, on les a trouvés, viens, ils sont là. Non, en fait, avec les pigeons, on peut parler tranquille, pas besoin de se précipiter. Il y en a deux qui sont posés dans l'arbre. Viens, ils sont posés dans l'arbre. Et c'est peut-être deux mâles. Comme je vous ai dit, on est en pleine saison de repro là, actuellement. Et les mâles, ils sont en train de se fight. C'est pour ça que ça chante à toute patate, à tout va. Et qu'en plus de ça, ça se bastonne un peu. Alors permettez juste que j'enlève mon sac parce qu'en fait, ça me fait mal au dos. Alors ils sont très haut perchés. Les combats de pigeons, non, c'est pas un sport national en Chine. Non, les combats de pigeons, c'est très impressionnant. Enfin, c'est assez étonnant à voir. En fait, ils se mettent des gifles, mais pas que. Alors c'est vrai que dit comme ça, c'est un peu. Ah, tu vois, ça vole là. Ah, ça déploie les ailes. Ah, c'est bien ça. En fait, ils vont se mettre des gifles. Et pas que. C'est-à-dire que nous, quand on va regarder deux pigeons se fighter, il va y avoir un face-à-face, il va y avoir une confrontation, il va y avoir un contact. Donc les deux mâles vont lever et baisser la tête, comme ça, et ils vont essayer de se tester, de se jauger, jusqu'à se mettre des baffes. Genre vraiment, ils vont être comme ça. Ils vont attendre, l'autre il se rapproche, il dit non, hop, et ça peut aller jusqu'à la confrontation et donc aller au contact rapproché. Mais une fois que le contact il est établi, ou alors quand il n'est pas encore établi, il y a une autre communication qui est extraordinaire. Et ça, chez les pigeons, c'est trop de la violence, et chez tous les oiseaux c'est comme ça, mais principalement chez les pigeons, mais aussi chez les perroquets. Ouais, les psittacidés ou les psittaciformes, même pour être encore plus large. Donc en gros, tout ce qui va être perroquet, faux perroquet, haras, perruche, etc. En fait, ça s'appelle le eyes flashing. C'est la pupille qui va se dilater et se rétracter, mais très très rapidement grâce à des muscles striés spécialisés au niveau de l'œil, au niveau de la cornée et de l'iris. Et en fait, ça leur permet d'avoir une communication visuelle oculaire. Donc c'est quand vous voyez donc deux mâles se battre, ça peut être aussi entre un mâle et une femelle, entre deux femelles, hein, c'est entre tous les individus de toute façon. Sauf que quand c'est entre deux mâles, ça se fait très très vite. C'est bam 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 quand tu le vois. Et en fait, c'est vraiment une façon de communiquer avec l'autre pour intimider ou pour essayer de se jauger, quoi. Et ça c'est compliqué. Ça, c'est pas filmé souvent. Je suis très content de l'avoir eu. Et si vous prenez des jumelles quand vous allez observer des pigeons, j'aimerais bien savoir si vous avez observé ce comportement-là. C'est de la folie. Eux, ils vont peut-être pas tarder à le faire là. Ah bah non, ils se barrent. Ah bah il se barre. Il est là. Là. T'as entendu? Ça c'est le pigeon ramier, ça. Bon allez. On y va. Sur ma montre, il est 18h. C'est l'heure d'aller sur le site de Repro. Ah, putain. Et en plus, il y a des gens qui arrivent. Le site de reproduction est un endroit particulier. C'est une forêt de conifères située sur les côtes. Le substrat est donc jonché d'épines de pin, et les arbres ici sont préservés de la coupe. Certains plus grands représentants atteignent même des proportions rocambolesques. Et cet endroit va être notre terrain de jeu pour le reste de notre aventure. Alors là, on va sur un site de nidification, enfin un site de reproduction avant toute chose, parce que c'est bien de se faire des nids, mais c'est mieux de se reproduire avant. Donc on va entendre des mâles et des femelles, et pour faire la différence entre le mâle et la femelle quand ils chantent, parce que les deux vont roucouler, et ben le mâle va être, comment je pourrais dire, j'ai lu une description, c'était écrit guttural, et j'aime bien ces descriptions, c'est-à-dire que ça vient vraiment de la gorge, c'est, tu vois, c'est les femelles c'est un peu plus suave, un peu moins dégueulasse, quoi. Donc là voilà, ça y est, regarde. Et voilà notre premier pigeon reproducteur. Tu le vois là-haut? Ici, il y a de tout. Oh yeah. Là tu descends un chouille, là, ouais. Des jeunes couples en phase de devenir parents. Voilà. Et des couples qui élèvent leurs petits et leur apprennent à voler. Magnifique. On approche. C'est bon, c'est sur moi là. Tu vois ma gueule, ma grosse tronche. Et j'ai visiblement du mal à cacher mon excitation. Là tu l'as fait ta luminosité. Il y a aussi un facteur fatigue. Et là t'es à 80. Bonjour, ça va? Vous allez bien?
Vous voulez manger une glace avec nous? Ça va être super, très intéressant. Ça va être génial. Mais suivez-nous, on va vous montrer les pigeons. Bande de pigeons. Et peut-être une hypoglycémie aussi. Donc ouais, bah viens, on y va, on va au spot. Vous sentez cette odeur? C'est l'air marin, c'est l'air des Côtes d'Armor, c'est génial. Alors, ouf, faut que je fasse attention. En fait, ça sert absolument à rien. Il y a du vent. Mets-toi là plutôt. Mets-toi là. Parce qu'avec le vent dans le micro, ça sert absolument à rien. Je vais m'abriter du vent. Comme je vous ai dit, l'endroit est sur la côte. Donc forcément, il y a du vent. Ça sert absolument à rien de chercher sur le rivage, de chercher des pigeons ramiers sur l'estran. Pourquoi? C'est très simple. En fait, sur l'estran, vous allez trouver plein d'oiseaux complètement différents. Un peu trop de vent. En fait, ça sert à rien, mais alors complètement rien. Même si votre estran, il fait plusieurs kilomètres. Donc l'estran, c'était vachement bien expliqué dans la vidéo sur les crabes que j'ai faite, mais en fait, c'est la zone de retrait et d'avancée de la mer, de l'océan. Quand c'est marée basse, ça descend. Quand c'est marée haute, ça monte. Voilà, je vous apprends rien, c'est génial, c'est magique. Et en fait, sur cette zone d'estran, il va y avoir plein d'oiseaux. Plein d'oiseaux. Des goélands, donc la russe, des aigretta garzetta, donc les aigrettes garzettes, des canards colverts comme les anas. Tu vas avoir plein d'autres oiseaux, des corvidés, genre des corbeaux ou des choucas. Mais tu n'auras pas de pigeons ramiers. Non, vous n'aurez pas de pigeons ramiers. Pourquoi? Parce que sur l'estran, il n'y a rien à manger pour eux. C'est beaucoup trop hostile, leurs plumes supportent mal le sel et c'est pas du tout un biotope dans lequel ils vont évoluer. Non, par contre, vous allez pouvoir trouver plein d'autres espèces d'oiseaux qui sont adaptés à ce type de biotope. Pourquoi? Parce que eux, pour le coup, ils sont carnivores ou omnivores, ou alors qu'ils mangent des algues, qui n'est pas du tout le régime alimentaire du pigeon ramier. Vous prenez tous ces oiseaux que je viens de vous citer, là, aigrettes garzette, choucas, etc. Et tu regardes d'ailleurs les choucas, c'est extraordinaire la manière qu'ils ont de chasser sur l'estran. Regardez-les, observez-les en train de chasser. Ils vont jusqu'à soulever les algues et soulever les cailloux, les roches, pour venir chercher à bouffer. Et ils ont appris ça ensemble, en observant les uns les autres. C'est juste merveilleux, c'est extraordinaire. J'adore. Mais donc vous n'aurez pas de pigeons ramiers. Et la forêt dans laquelle on va les voir, c'est là-bas. Tiens, regarde. Voilà une trouvaille intéressante. Une plume. C'est l'endroit dans lequel je voulais vous emmener. On les entend chasser, on les voit se battre, il y a des plumes au sol, il y a de la fiente un peu partout. Ça sent absolument rien, je ne sais pas reconnaître si c'est un pigeon ramier à l'odeur ou pas. C'est des conneries. C'était juste pour le style. Mais voir, je vais vous montrer par contre des vrais trucs. Les plumes de pigeons ramiers font partie des plumes les plus répandues sur le sol. Ici, la zone est pleine de vie, ce n'est donc pas étonnant d'en trouver. Cela dit, ce n'est rien comparé à la trouvaille qu'on va faire plus tard. Les pigeons ramiers, ils ont des perchoirs et des dortoirs. C'est-à-dire qu'ils ont des branches préférées sur lesquelles ils vont venir se percher à tour de rôle. Donc ces branches-là, tant qu'elles ne tombent pas, ils vont en profiter. Et alors ils ont des perchoirs pour pouvoir venir vraiment se reposer, faire la sieste et observer. Ils ont des dortoirs temporaires et des dortoirs nocturnes. Le dortoir temporel, c'est fascinant, c'est un endroit sur lequel le pigeon ramier vont venir se coucher pour... Ça chante, t'as vu? Ils vont venir se coucher pour faire style qu'ils se couchent. En gros, ils vont feinter. C'est une technique qui a été étudiée il y a quelques années et qui a été mise en évidence comme quoi en fait le pigeon ramier, ils vont aller chercher des faux dortoirs ou des dortoirs temporaires juste avant la nuit. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont resté et qu'ils se sont spotés un endroit avant que la nuit tombe, ils vont changer, ils vont se mettre sur leur dortoir définitif sur lequel ils vont vraiment passer la nuit. Ça leur permet de feinter les potentiels prédateurs. Pour illustrer un véritable dortoir, il n'y a pas mieux que cette vidéo tournée en 2012. Ici, on voit très bien un groupe de pigeons venir se poser dans le même arbre juste avant la nuit. Ils peuvent dormir seuls, à deux, à quelques-uns ou à plusieurs centaines. Évidemment, c'est l'effet de masse qui protège un groupe le mieux possible. Si un prédateur intervient, il suffit qu'un individu s'en aille pour déclencher une alerte. Et ça, c'est génial. Mais du coup, que ce soit sur un perchoir, donc en pleine journée, un dortoir temporaire ou un faux dortoir et un dortoir pour la nuit, un vrai, et ben on va retrouver au pied de ces endroits un tas de merde, un tas de fientes. Voilà. Et c'est là, la zone, elle en est truffée. Regarde, t'en as même un juste ici, viens voir. Ah ben, il y en a partout. Toutes ces taches blanches, tu vois, là, ça ici c'est le plus intéressant. Ça,
bah, il y a juste à regarder en l'air et c'est soit un nid, soit un perchoir, soit un dortoir. Et ça, c'est du pigeon ramier. T'en as partout dans la zone. Hein. Et c'est vraiment un site de reproduction, un site de nidification. Et ça va être vraiment toute l'année. Alors contrairement à d'autres populations de pigeons ramiers, cette population-là, elle ne migre pas. Ouais, en fait, c'est un migrateur occasionnel. C'est-à-dire qu'en fonction de la région, donc de son aire de répartition, il va plus ou moins migrer. Les populations d'Espagne, elles sont réputées pour migrer. Les populations de France, et notamment de la France de l'Ouest, donc ici en Bretagne, elles ne migrent pas. Elles sont présentes ici toute l'année. Et vous allez voir un peu plus tard dans la vidéo en quoi c'est important de savoir ça. Et notamment sur leur biologie et leur écologie en milieu urbain et par rapport aux essences d'arbres exotiques et endémiques et leur régime alimentaire. Et en gros, en fait, il y a plein de choses. Mais viens, venez avec moi, je vais vous montrer d'autres trucs. Si on peut trouver un merdier, ça porte un nom ça en écologie, un tas de merde, mais je crois que ça s'appelle un merdier. En tout cas, si ça s'appelle pas un merdier, moi j'aime bien ce mot merdier. Parce que c'est vraiment un tas de viande quoi. Ouh! Eh, venez voir! Regarde ça! Viens, mets-toi là, tu verras mieux peut-être. Voilà quelque chose de complètement inattendu Tu vois ça ou pas? et de très intéressant. Comme je l'ai dit, trouver des plumes n'est pas rare. Mais trouver un tas de plumes, ça c'est une autre histoire. Ça c'est du pigeon ramier ça les amis. Moi je vais retirer ça. Je serai plus à l'aise. Vous entendez, ça chante de partout. Et là ça chante plus comme par hasard. Ça c'est un pigeon, soit qui s'est battu avec un autre pigeon, soit qui s'est fait cartonner par un prédateur. Ça peut arriver. Un chat qui grimpe à l'arbre, il peut le choper. Un pigeon qui est là sur le sol en train de venir chercher des graines ou de la nourriture, il se fait cartonner. Les raisons pour lesquelles un pigeon ramier va descendre au sol sont nombreuses. Chercher de la nourriture est le cas de figure le plus commun. Cela peut aussi être un jeune qui apprend à voler. Ou bien tout simplement un petit bain de soleil. Dans les zones comme la Bretagne, lorsque les températures sont fraîches, en fin de journée, si l'on est patient, on peut observer des pigeons ramiers en train de prendre les derniers rayons. Mais au sol, ils deviennent des proies faciles. Et lorsqu'il n'y a pas de corps comme ça, il n'y a que deux possibilités. Soit c'est un combat, soit c'est une attaque. Ici il y a des hautes herbes, ici il y a du passage. Tout à l'heure j'ai vu des crottes de renard, donc il y a du prédateur. Il n'y a pas de carcasse. Et il faut savoir que le pigeon ramier, contrairement aux autres oiseaux, il a des plumes qui sont beaucoup plus fragiles entre guillemets. Elles sont plus denses, en plus grande quantité et elles tombent plus facilement. Alors, on va parler des plumes parce qu'il y a plein de trucs à dire. Rapidos. À votre avis, comment et pourquoi le pigeon ramier, il a des plumes qui tombent plus facilement? En fait, c'est tout simplement par rapport à son environnement, à son écologie. En gros, je vous ai dit tout à l'heure en début de vidéo, ou en milieu de vidéo, je ne sais plus c'était quand, mais tout à l'heure, avant qu'on arrive ici, je vous ai dit que c'était un animal qui vivait en milieu forestier, c'était un animal qui vivait vachement au contact des conditions météorologiques assez violentes. Donc pour ça, on s'imagine plutôt qu'il va avoir besoin de plumes robustes, qui ne tombent pas, etc., etc. Mais en fait, c'est tout l'inverse. Plus les conditions climatiques elles vont être compliquées, et plus forcément les plumes vont devoir se renouveler périodiquement et de manière assez régulière. Et donc en fait, ça en fait des plumes qui tombent rapidement et qui repoussent aussi rapidement. Et ça en fait des plumes qui sont beaucoup plus nombreuses et plus denses parce que forcément, elles doivent tenir plus chaud, elles doivent tenir contre la pluie, etc. Donc c'est des plumes qui tombent. Ouais, c'est des plumes qui tombent. Donc c'est des plumes qui, au moindre contact, au moindre choc, s'envolent dans tous les sens. Ce qui fait qu'on a l'impression d'avoir une scène de crime. Tiens, regarde, vas-y, suis-moi. Regarde, tu vois, il y a un tas de plumes ici. Ça continue ici, ça continue là. Ça vient là, ici, avec des plumes plutôt duveteuses. Ça continue là. On la voit la traîner, hein. Ça continue ici. Et ça s'arrête là. Sur 10 mètres, il y a des plumes de ramier. Donc soit il s'est débattu sur 10 mètres, soit ils se sont battus sur 10 mètres. En tout cas, il a perdu ses plumes sur 10 mètres. Fascinant, c'est fascinant. C'est pourtant le cycle naturel des choses. Car là où on trouve le plus de cadavres de pigeons ramiers, malheureusement c'est sur le bord de la route. Je crois que c'est Piotr Naskreki, un entomologiste chevronné, qui a dit un jour
que 1 kilomètre de route tue plus d'animaux que toute une génération de scientifiques réunis. Et malheureusement, cette allocution est vraie. Parce que chaque année en Europe, ce sont plus de 220 millions d'animaux qui sont tués sur les routes. 220 millions d'animaux sauvages. Ce chiffre est complètement dérisoire. Et tout s'y passe. Crapauds, lézards, chouettes, hérissons, chiens, chats. Les centres de soins ou les centres de sauvetage comme LPO, Faunalfort et bien d'autres s'échinent tous les ans à récupérer les blessés. Alors trouver à l'état naturel une scène d'attaque sur un animal sauvage, ça me peine de dire ça, mais ça relève aujourd'hui du miracle. Tu vois, tout à l'heure quand on était dans la forêt encore, j'ai trouvé ça, ces 2 plumes. Et en fait, ça c'est des plumes de tourterelle. Tu vois, ça c'est des plumes de tourterelle. Et là, sur le tas de plumes que j'ai vu ici, j'ai trouvé une plume de ramier. Et en fait, on est capable de faire la différence entre les deux. Les plumes de ramier, elles vont avoir beaucoup plus de duvet que les autres oiseaux de la famille des colombidés, et surtout en Europe. À la base, ici, du vexil, donc sur le rachis. Donc, le rachis, c'est la grande tige, et le vexil, c'est ça, c'est les petites, c'est la partie qui permet de voler. Là où sont attachées les barbules. Et en gros, sur le rachis, à la base du vexil, il y a ce petit duvet-là, sur toutes les plumes. Ça, premier indice pour savoir que c'est une plume de ramier. Ensuite, les plumes de ramier vont être tricolores, elles vont être gris moyen, gris clair, gris foncé. Sur les plumes, par exemple, les plumes qui vont être caudales, donc les rectrices. Mais ça, c'est une rémige. Et qu'est-ce qu'une rémige? Pour ceux et celles qui ont vu la vidéo sur la kératine chez les oiseaux, ils savent ce que c'est qu'une rémige. Ou alors pour les ornithologues ou ceux qui bossent avec les rapaces ou... Il y a plein de gens qui savent ce que c'est qu'une rémige. Les rémiges, ce sont les plumes du bout des ailes au niveau des doigts chez les oiseaux. C'est grossièrement dit et ça vous permet de situer. Donc les rémiges, ce sont les plumes alaires ou ailaires. En gros, les plumes des ailes. Les plumes qui permettent de voler. En gros, si tu coupes ces plumes-là, l'oiseau ne peut pas voler. Et chez les pigeons ramiers, et bien sûr, ces rémiges-là, il y a une petite ligne blanche chez les rémiges primaires. Sachez qu'il y a les rémiges primaires, secondaires, tertiaires. Et chez les rémiges primaires, il y a cette petite ligne blanche sur un des 2 côtés du vexil. Cette ligne blanche, elle correspond à l'une des ornementations principales du pigeon ramier sur le phénotype sauvage. En gros, sa coloration de base, puisqu'il va avoir 2 taches blanches, c'est-à-dire une au niveau des ailes, comme ça, il y a une ligne blanche, et il va en avoir 2 là, qui est caractéristique du ramier. Ici, juste en dessous, l'iridescence structurale un peu vert bouteille ou même vinaigré qu'ils vont avoir au niveau de la nuque. Et cette blanche-là, cette ligne-là, c'est typique du ramier. Ouais, pas à dire, ils sont dans le coin. Ils sont dans le coin. Évidemment qu'ils sont dans le coin, on est venu les chercher. Tu crois quoi? Ok, il y a un jeune là. Pauline qui vient de me dire, j'ai pas vu la scène, mais il y a un jeune. Tu les reconnais les jeunes, ils sont plus marrons, plus sombres. Forcément, ils sont pas aussi colorés que les adultes. Donc en fait, là il est au sol. Je l'ai pas vu, je sais pas s'il tombe, enfin s'il est tombé ou s'il apprend à voler. Mais en tout cas, il est là. Il doit y avoir les 2 parents qui tournent autour. Ça vole, ça s'agite. C'est. Je vais vous faire les images. C'est pas agréable. Ouais, c'est un jeune, tu les reconnais les jeunes, là, les pile poil juste là. Ils sont moins colorés et puis surtout ils ont, au niveau du bec, il est disproportionné. Il n'a pas la même morphologie que le bec des adultes. Il n'est pas formé de la même façon, même la cire. Donc la cire c'est la partie un peu caronculée qu'il y a au niveau du bec, qui est juste de la kératine, hein, qui est une partie charnue du bec des pigeons. Et en fait tu revois sur les jeunes, pour le coup, cette partie cireuse là, elle est plus développée. Je pense que ça c'est un jeune, tu vois, qui apprend à voler petit à petit. La croissance est rapide, mais l'émancipation est un peu plus lente. Quant à la maturité sexuelle, elle intervient au bout de 2 ans. Les jeunes pigeons, ou pigeonneaux, vont être facilement reconnaissables, surtout pendant les premières semaines de leur vie. Recouverts d'un petit duvet jaune. Leurs membres sont disproportionnés, tout comme le bec et la cire. Celui-ci a déjà un stade avancé. Il commence déjà à apprendre à voler. Cela fait partie des étapes cruciales de son développement. Ses plumes ont bien poussé et ont remplacé le duvet infantile. Et d'ici quelques semaines, il sera parfaitement autonome.
Cet animal est le bon exemple pour illustrer le fait que tous les oiseaux au sol n'ont pas forcément besoin d'aide des humains. Oh, c'est pas vrai. Ah, je l'ai loupé. Ah mon Dieu, il s'est envolé. Il s'est envolé, il se rattrape petit à petit, tant bien que mal sur une branche. Là, c'est lui, là, à l'écran, ce que vous êtes en train de voir, c'est lui. Donc vous voyez, il n'est pas tout à fait coloré de la même manière. Il est un peu pâteau, il a encore un peu de duvet. Il a son gros bec de bébé là. Et il apprend à voler petit à petit, sous la surveillance des parents qui doivent traîner pas loin. C'est génial. On va prendre un peu de hauteur, on va continuer notre vidéo. Allez. C'est ce que j'aime dans cet endroit. C'est une véritable nurserie. Alors, des études ont été faites et elles ont montré que les pigeons ramiers, ils se nourrissaient en tout de 45 espèces de plantes, dont la moitié sont pas originaires de leur pays d'origine, elles sont exotiques. C'est-à-dire qu'elles ont été importées. Genre typiquement, tu vois un cèdre du Liban, il y en a en France, mais ça pousse pas vraiment en France à la base. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, en fait le pigeon ramier il trouve son compte dans le fait qu'il y ait des espèces exotiques. Pourquoi? Eh bien parce que ça va lui donner la possibilité d'avoir beaucoup plus de choix dans la prise de nourriture, dans ce qu'il va pouvoir manger. C'est un peu bénéfique et ça tend, enfin en gros c'est une des explications pour lesquelles on en trouve de plus en plus en ville. Il y a tout ce qu'il faut en ville. Et vous allez voir que c'est hyper logique. En ville il y a quoi? Il y a des plantes, il y a des fleurs, il y a des plantes ornementales. Il y a des plantes ornementales qui ne font pas de fruits propres à la consommation humaine, mais qui font des fruits propres à la consommation des pigeons ramiers. Mais il y a aussi donc des arbres, des perchoirs. Il y a effectivement quelques prédateurs non naturels comme le chat ou le chien, ça va encore, ça va. Mais il n'y a pas de chasse en ville. Donc il y a des sites de nidification, il y a de la nourriture et ils ne sont pas chassés dans les villes. Donc ils ont tout gagné, c'est pour ça qu'on en voit de plus en plus. C'est pour ça qu'il y a une augmentation de la population qui a doublé en 20 ans de pigeons ramiers dans les villes. C'est juste la logique. Et ils bénéficient en plus de l'importation des espèces d'arbres exotiques qui leur apportent de la bouffe. C'est quand même tout bénef. Ouais. C'est génial. Je vous ai dit que les pigeons c'était fascinant. Quand même. Alors ils sont monogames. Ils sont monogames et ils vont vraiment rester avec le même partenaire toute leur vie, jusqu'à la disparition d'un des deux. Alors on dit que le pigeon ramier, il vit à peu près 2-3 ans dans la nature, d'âge maximum, mais il y a des individus baguets qui ont atteint 17 ans. Donc aujourd'hui on dit que le pigeon ramier, il peut atteindre 17 ans d'espérance de vie à l'état sauvage. Et c'est coriace. Et 17 ans, ça veut dire que le pigeon, il a réussi pendant 17 ans à échapper aux autours des palombes, aux buses, aux butéos, pas aux butéos, pardon, aux accipitaires, ça a changé de nom. Autour des palombes. Éperviers, aux chasseurs, etc., aux renards, aux maladies, aux parasites, aux chats. Et c'est juste trop génial, tu vois. Pendant 17 ans, il a échappé à tout ça et il a survécu. Et ça, je trouve ça excellent. Ça, je trouve ça excellent. C'est vraiment la petite anecdote qui fait zizir. Pour échapper à leurs prédateurs, les pigeons ramiers peuvent compter sur plusieurs atouts. Leur musculo-squelettique est relativement robuste. Lorsqu'un danger survient, ils peuvent compter sur une musculature explosive. Cela leur permet un envol et un décollage rapide. Mais le principal atout, c'est probablement leur vision. Comme tous les oiseaux, ils ont une acuité visuelle bien plus supérieure à celle des humains. Mais qu'est-ce qu'une acuité visuelle chez le pigeon ramier? Le pigeon ramier est un animal proie qui doit réagir à des attaques de rapaces extrêmement rapides. De plus, le vol en milieu forestier ou urbain, avec tous ces obstacles, exige une perception ultra rapide du flux optique. Pour pallier à ça, le pigeon ramier est doté d'une vision à 100 Hz. C'est ce qui va lui permettre de détecter des mouvements subtils dans l'environnement que l'œil humain ne pourrait pas détecter. Pour comparer, un œil humain possède une vision à 60 Hz, les chiens et les chats à 70, les poules à 80, alors que les mouches et les libellules sont entre 200 et 300 Hz. Mais qu'est-ce qu'une vision à 100 Hz? Les Hertz permettent de mesurer la fréquence critique de fusion, ou CFF. Et c'est le seuil à partir duquel un objet qui bouge très vite est perçu comme continu dans son mouvement. Pour se rendre compte de ce que représente 1 Hz, il faut utiliser des cycles lumineux. Si un cycle lumineux correspond à une ampoule qui s'allume et qui s'éteint, cela correspond donc à 1 cycle par seconde, donc 1 Hz.
Si notre ampoule s'allume et s'éteint 100 fois par seconde, cela veut dire qu'elle est égale à 100 Hz. Elle fait donc 100 cycles par seconde. Si c'est toujours un peu difficile à comprendre, essayez de remplacer les Hertz par des FPS, en images par seconde. L'œil humain est capable de voir 60 images par seconde, là où le pigeon est capable d'en voir 100. De plus, leur densité rétinienne est beaucoup plus élevée en photorécepteurs que chez l'être humain. C'est une machine de survie. Le traitement neuronal est extrêmement rapide. Il possède un système visuel tétrachromatique, c'est-à-dire qu'il voit des longueurs d'onde supplémentaires dans les ultraviolets en plus du spectre humain. Imaginez voir notre monde avec des couleurs supplémentaires et à 100 images par seconde. Pour vous faire comprendre un peu mieux cette dinguerie, cette vidéo est diffusée en 24 images par seconde. Tout vous paraît fluide. C'est parce que c'est notre cerveau qui fait des ponts visuels entre chaque image. Alors imaginez à 100 images par seconde. Là, il y en a là. Ah, ça, c'est beau en plus dans la... Ah, voilà. Alors, ce qui est bien ici, c'est que c'est une zone de passage humaine. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment d'êtres humains qui viennent et suffisamment de ressources pour les pigeons pour que les deux se croisent sans que ça fasse fuir les uns les autres. Et en fait, c'est trop génial parce qu'il faut savoir que les pigeons, je vous ai dit que c'est des animaux qui sont des proies, donc elles vont avoir un comportement de proie. Et il y a une notion en écologie, en éthologie, donc en étho-écologie, en zoologie qui est très rare et qui est très peu abordée. Si vous avez fait un master en éthologie, peut-être que vous en avez entendu parler, c'est la notion, c'est le principe d'ISI. ISI. Ça, en anglais, ça s'appelle Inadvertent Social Information. Donc c'est en français l'information sociale par inadvertance ou involontaire. Elle peut être olfactive, visuelle, tactile et auditive. En gros, c'est une information que va faire un congénère ou un autre congénère grâce à laquelle, toi, en tant qu'individu, sans forcément avoir voulu y prêter attention, eh ben tu vas quand même y prêter attention et tu vas réagir en conséquence. En gros, qu'est-ce qui se passe? T'es un oiseau, t'es en train de picorer, tu vois un autre oiseau de ton clan qui se barre, bah tu te barres. Tu vois, c'est typique Jamel qui dit « Pourquoi tu cours ?»« Parce que tu cours. Mais moi, je cours parce que tu cours. » Et ben ça, c'est l'information sociale par inadvertance. Et tu peux mesurer ça chez les abeilles, tu peux voir ça chez les oiseaux, chez les singes, etc. Donc ça peut être une action de répétition involontaire due à l'action d'un congénère. Donc c'est très souvent étudié pour parler de quelque chose qui va être intra-espèce, donc au sein même de l'espèce, mais ça peut être aussi étudié d'une espèce à une autre, donc inter-espèce. En gros, typiquement, il y a un goéland dans une troupe de goélands qui s'envole, il y a un corbeau qui va prendre peur, il va se dire « Oh là, lui il s'envole, moi aussi je m'envole ». Mais c'est pas volontaire, c'est instinctif. C'est en gros « Waouh, je pars ». Et ici, donc dans cette zone, eh ben, on risque pas de faire fuir les pigeons si on s'approche. Et donc on peut s'approcher et parler à voix haute sans qu'ils se barrent. Et ça c'est cool, ça c'est cool. Et pendant que je parlais, j'ai absolument pas fait la mise au point de mon plan, j'ai loupé mon image. C'est super, c'est super. Et je filme une pomme de pin. On va changer de spot. Je vais me décaler. Voilà. Oh yeah. Oh yeah. Alors les images que vous êtes en train de voir là les images, là, c'est celles que je suis en train de filmer, je fais n'importe quoi, putain ça bouge. Vous voyez, il y a eu le mâle et la femelle. En fait, on ne peut pas faire la différence entre le mâle et la femelle visuellement. Il faut que ce soit oralement, grâce à des vocalises, ou comportementalement, grâce à des gestes. Genre typiquement là, tu vois, le mâle qui lui monte dessus, on peut se dire que c'est au moins le mâle, tu vois. Mais par contre, tu les vois côte à côte comme ça, quand ils sont hors période de reproduction, hors période de nidification, c'est très difficile de juste faire la différence entre le mâle et la femelle. Il y a très peu de dimorphisme sexuel. Et les deux vont s'occuper des petits. Vraiment, c'est très très cool. D'ailleurs, c'est un des oiseaux qui donne du lait de jabot. Vous savez, le lait d'oiseau. Vous avez jamais entendu ça? Vous avez jamais vu des vidéos de flamant rose, qui a planté son bec dans le crâne d'un autre flamant rose et ça coule rouge et on se dit ouais regarde, il lui transperce le cerveau. Ça n'a rien à voir. En fait, c'est un flamant rose qui fait couler une sécrétion qui est riche en minéraux, en acides aminés, en protéines, en lipides, très peu de sucre, qui est une matière nutritive pour nourrir les petits. Et normalement, elle est blanche, cette matière nutritive. Mais comme les flamants roses, eh ben, ils bouffent des crevettes enrichies en caroténoïdes, donc un pigment biologique qui va rendre les aliments rouges, genre la carotte, le poivron ou d'autres aliments rouges. Eh ben, ce liquide sort rouge ou rose. Et à la base, donc il est blanc. Et ça vient du jabot, c'est du lait de jabot. Et le jabot, c'est quoi? C'est une poche gastrique qu'on va trouver donc dans le prolongement de l'œsophage chez les oiseaux, qui est une poche dans laquelle vont être stockés les aliments. Et sur ce jabot-là, dans ce jabot-là, sur la partie, sur les parois
en fait, du jabot, il y a une structure épithéliale, donc avec des cellules qui vont sécréter ce lait. Voilà. Et les pigeons, ils nourrissent leurs petits avec ce lait. Les premières semaines de leur vie. Hein. Les parents ont une façon assez particulière de nourrir leurs petits. Ils vont se laisser stimuler. Le grand bec des petits pigeons leur sert à stimuler l'œsophage des parents. Ils vont tout simplement aller picorer le fond de l'œsophage en mettant des coups de tête. Ils vont tirer vers le bas pour faire régurgiter les parents. Et s'ils en veulent encore, les petits viennent directement placer leur aile sur la nuque des parents. C'est une façon d'essayer de leur faire baisser la tête pour régurgiter encore. Et ça, jusqu'à ce que les parents soient vidés de leur stock. Après quoi, il faudra retourner chercher à manger, et ainsi de suite. D'ailleurs, c'est fou parce que les petits, ils sont capables de doubler par jour, quasiment doubler de volume. En gros, ça montre bien à quel point ces animaux-là sont censés survivre dans des conditions très rudes. Plus les petits ont une croissance rapidement, plus la pression environnementale, donc l'ensemble des facteurs biotiques et abiotiques, donc vivants, non vivants, va être élevée. En gros, plus tu as de prédateurs, plus tu vis dans un milieu dangereux, plus tu as besoin de survivre et donc plus tes petits ils doivent dire « Ok, hey, gars, faut que tu t'émancipes rapidos là et que tu grossisses pleinement, sinon tu vas te faire cartonner. » C'est un peu comme ça qu'on voit les pigeons ramiers. Et c'est vraiment un magnifique exemple de prospérité en fait, cet oiseau. C'est l'exemple même de la survie en milieu hostile. Et c'est vrai que quand on pense à milieu hostile, on pense tout de suite le désert, la haute montagne, la jungle, etc. Mais en fait, un environnement dans lequel les fluctuations de température varient énormément, dans un milieu dans lequel il y a énormément de construction humaine, en fait, tu te dis qu'une espèce qui arrive à survivre là-dedans, c'est quand même une championne de toute catégorie. Ouais. Ah bon, les amis, c'est une fin de journée pour nous, c'est une fin de vidéo pour vous. J'espère que ça vous a plu. N'empêche, vous imaginez, vous vous en rendez compte du nombre de choses qu'il y a à savoir sur juste le pigeon ramier. Et quand je vous disais qu'en plus, nous, on était en train de bosser sur une vidéo sur le pigeon biset, le Colomba livia. Putain, je sais pas faire deux choses en même temps, c'est catastrophique. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous aura permis de comprendre un peu mieux pourquoi les pigeons c'est génial, les pigeons c'est sacré, les pigeons c'est extraordinaire. Non, pourquoi le pigeon surtout le pigeon ramier est un champion toute catégorie dans la catégorie des pigeons. Il a quand même survécu au dodo, quand même très fort. Mais sans être obligé de classer, je voulais juste vraiment m'attarder sur cette espèce animale-là qui est quand même au quotidien en France métropolitaine peut-être l'un des animaux qu'on croise le plus, qu'on est à deux doigts de considérer comme un nuisible et qui pourtant est un véritable voisin. On vit avec lui, on vit ensemble. Donc c'était important que vous sachiez ce que c'est, que vous sachiez comment ça fonctionne. Donc voilà, nous on va continuer à faire quelques images là du coucher de soleil, on va voir comment on s'organise et peut-être boire une bière à la fin. N'oubliez pas non plus de laisser un commentaire, de liker, de partager, ça fait vivre la chaîne, ça fait kiffer. On vous dit à très bientôt sur la toile, paix et prospérité. Je vous aime et venez sur Instagram, il y a plein de trucs trop sympas. Genre des OP, des voyages à l'international, de l'éco-volontaire, des missions, des projets. Allez, on y va. Bisous, bisous. J'allais faire une sortie hors cadre, mais j'allais faire un effet de style. Genre, regarde, si tu bouges pas et que tu filmes là, regarde. Allez, à bientôt. Bisous, bisous. Ah, comment c'est trop stylé. Bam, le cinéma, on fait du cinéma, nous. On fait du cinéma. Chasseur d'images, on n'utilise pas des fusils mais des caméras. J'ai besoin d'une bière. Allez, on y va. Bah, ça aussi c'était du jeu. Pip, 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 pip. Le cowboy de la rime. Non, je rigole. Vraiment, on y va. Non, me suis pas. C'est coupé. Des bisous. T'as coupé là? Non? Fais bisous. On fait des bisous. Je vous fais des bisous comme si je faisais des bisous à mes parents. Ah papa, maman, bisous, bisous.